Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan d'Extreme Rules, un show qui a été bizarre. Il a été bizarre pour tout un tas de raisons, mais on les abordera en temps et en heure. On va commencer par le premier match. Donc on va commencer par le kick-off Kevin Owens contre Murphy dans un match qui n'avait pas été annoncé. Kevin Owens a gagné. Ma seule note c'est Owens a fait un moonsault. À un moment donné, Owens a fait un moonsault un peu sympa. C'est ce qui a fait passer la note de C à C+. C, c'est je m'en fous. C+, c'est je m'en fous, mais ça, c'était bien. Voilà. On passe à la carte principale avec le match pour le titre par équipe de SmackDown, le New Day contre Cesaro et Nakamura. C'est toujours une très bonne idée de faire commencer la carte par le New Day parce qu'ils ont une bonne énergie. Ils ont, d'une façon générale, la division par équipe de SmackDown peut ouvrir un PPV. Je lui ai mis un B, le match était vraiment très sympa, il est allé très très vite, à plusieurs moments ils sont passés juste à côté des tables, par exemple Biggie a fait un spear sur Cesaro à travers les cordes, et Cesaro est tombé à moins d'1 mètre d'une table qui était posée à l'extérieur, c'est un match en table donc le but du match était de faire passer l'adversaire à travers une table. Ils ont teasé énormément de superplex à travers des tables, mais Cesaro et Nakamura ont remporté la victoire, et ça c'est une très bonne surprise. Du coup Shinsuke Nakamura a une série d'invincibilité à Extreme Rules, parce qu'il y a 2 ans, il a remporté son premier titre des États-Unis à Extreme Rules. L'année dernière, il a remporté son premier titre intercontinental à Extreme Rules. Cette année, il remporte son premier titre par équipe de SmackDown à Extreme Rules. C'est probablement pas fait exprès de la part de la WWE. Si c'est fait exprès, c'est très cool et j'ai hâte de voir où ça va aller. Donc Cesaro et Nakamura ont gagné quand Cesaro a fait un powerbomb du haut du coin à travers 2 tables placées à l'extérieur du ring sur Kofi Kingston. Ça, c'est ce qui s'appelle gagner. Et j'ai noté, Shinsuke avait mis du bleu sur son costume pour être assorti au titre. J'aurais dû voir venir leur victoire. Ensuite, on a eu le match de Nikki Cross contre Bayley pour le titre féminin de SmackDown. Ils ont fait une petite promo avant le match qui était un petit peu rigolote parce que Nikki Cross était en crise de confiance et savait pas trop si elle pouvait vaincre Bayley et du coup ils étaient tous... Enfin, il y avait Alexa Bliss, Asuka et Kairi Sane qui lui mettaient du baume au cœur, qui lui disaient « Vas-y, répète après moi, je peux battre Bayley, etc. » Et Kairi Sane qui dit « Et surtout, rappelle-toi, même si tu perds, on sera toujours tes amis. » Et Nikki Cross est... Ouais, allez. C'était rigolo, c'était plus rigolo que ce à raconter, c'est moins drôle. Avec le temps, Bayley a vraiment été présentée comme une vraie championne, c'est-à-dire quand Becky Lynch et Charlotte Flair étaient là, Bayley était vraiment... T'es championne, mais profite, ça va pas durer. Là, je sais pas si c'est par défaut ou si c'est à force de la montrer comme la catcheuse dominante à SmackDown, Bayley fait vraiment championne. C'est-à-dire qu'au départ, je croyais vraiment je me disais vraiment Nikki Cross est une underdog. Et Nikki Cross doit surmonter quelque chose pour réussir à vaincre Bayley. Et au départ, j'y ai cru. Nikki Cross, elle a cette énergie, elle a une vraie énergie positive, et qui fait que pendant le match, j'ai eu envie de l'avoir gagné. Avant le match, je me disais, de toute façon, Bayley va gagner, donc j'en ai à faire. Et en fait, Nikki Cross arrive à communiquer cette énergie de babyface, qui sont pas très nombreux à la WWE à pouvoir susciter. Et pendant le match, je me suis dit... Je veux voir Nikki Cross gagner. Elle enchaînait les coups, elle enchaînait les crossbody sur Bayley. Et le match était globalement très bien. Par contre, il y a un moment, j'ai pas compris, parce que Nikki Cross a fait ce que je pensais être sa prise de finition, The Purge, un assisted neckbreaker avec les pieds de son adversaire en hauteur. Donc d'habitude, c'est sur les cordes. Là, c'était sur les abords du ring, à l'extérieur du ring. Et Bayley s'est relevé sans vraiment de difficulté. Et ils l'ont pas vendu comme une prise de finition. Alors j'ai peut-être que Nikki Cross a changé de prise de finition et que j'ai pas fait gaffe. C'est possible, parce que là, si c'était sa prise de finition, c'est vraiment très diminué. J'étais parti pour mettre un A à ce match, parce que pour moi, un match qui arrive à m'investir dedans pendant le match, il fait quelque chose de très bien, il arrive à faire son taf. Je suis descendu à B+, à cause de la fin. Bayley a déconcentré l'arbitre, et elle en a profité pour mettre le machin que Sasha Banks met sur ses doigts, là où il y a écrit Boss Time. D'habitude Legit Boss, mais là c'est écrit Boss Time. Et elle s'en est servi comme point américain sur Nikki Cross. C'est un peu... C'est souvent la fin de leur match dans les shows hebdomadaires à SmackDown et à Raw, donc pour moi, là c'était un PPV, ça méritait mieux, ça méritait quelque chose d'un petit peu plus original. Donc la note est descendue, mais comme le match était vraiment très bien et qu'il a vraiment placé Nikki Cross comme une challenger digne du titre, il a fait son taf, donc B+, ça me semble juste.
Ensuite, on a une promo très drôle avec Bray Wyatt dans le Firefly Funhouse, mais Firefly Funhouse façon Halloween. Voilà, il y avait les couleurs étaient en sépia, il y avait des animations d'Halloween dans un show pour enfants. Bray Wyatt avait une cape, il était à moitié déguisé en vampire, enfin c'était mignon. Et il a dit, je vais vous montrer les images les plus horribles jamais enregistrées, jamais diffusées à la télévision, machin truc. Et il a montré des images du karaoké d'il y a 2 semaines à SmackDown. Le karaoké, si vous voulez, c'était le reste de la division féminine qui n'est pas Alexa Bliss, Nikki Cross, Bayley et Sasha Banks à SmackDown. Donc celles qui ne font rien, et elles ont fait un karaoké. C'est du booking bien sexiste du début des années 2010, fin des années 2000. On pensait s'en être débarrassé. Apparemment, faut faire gaffe parce que c'est toujours là, hein. Voilà. Et j'ai trouvé ça très drôle de la part de Bray Wyatt de se moquer de ce segment-là. Ensuite, on a eu ce qui devait être le match Apollo Crews contre MVP. J'étais surpris parce que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas vu Apollo Crews. Et il y a 3 semaines, il y a eu une épidémie de coronavirus à la WWE. Ils interdisent aux catcheurs de communiquer le fait qu'ils ont eu ou non le coronavirus. Maintenant, ceux qui sont pas là depuis 3 semaines alors qu'ils étaient là avant, Otis, les Street Profits, Austin Theory, Apollo Crews, bon, on s'est additionné 1+1 si vous voulez. Et donc j'étais surpris qu'il continue de dire Apollo Crews va défendre son titre des États-Unis contre MVP. Apollo Crews était pas là parce que il était là en début de journée, mais les médecins ont dit qu'il était blessé. Parce que dans les 4 semaines du coup, quand Lashley lui a fait son full Nelson, là, sa prise de finition, il lui a fait tellement mal que Apollo Crews, il peut toujours... J'ai mis D à cette merde. MVP a prétendu avoir gagné le titre par forfait. C'est pas le cas. Apollo Crews est toujours champion, ce qui n'a aucun sens puisque la raison officielle pour laquelle Sami Zayn n'a plus été champion intercontinental en début d'année, c'est parce qu'il ne pouvait pas défendre le titre. La raison officieuse, c'est que Sami Zayn ne voulait pas catcher à la WWE pendant l'épidémie de coronavirus. Donc si dans le kayfabe, tu dis un champion qui ne peut pas défendre son titre déclare forfait, rend le titre, la même règle s'applique à tout le monde. Là, ça s'est pas appliqué pour MVP. Bref, la WWE ne sait pas raconter une histoire cohérente. Ensuite, Seth Rollins contre Rey Mysterio. Je pense qu'on va pas tous être d'accord avec ça, parce que je vois pourquoi des gens pourraient beaucoup aimer ce match. Je lui ai mis C+, et je pouvais pas vraiment faire beaucoup plus, dans le sens où, pendant tout le match, en fait, je me disais, le but de ce match est de retirer l'œil de son adversaire. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'ils utilisent des kendo sticks? Qu'est-ce qu'on en a à faire du 619, de leur prise de finition? Le but est de retirer un œil de son adversaire. Et du coup, tout paraît trivial, tout paraît insuffisant, tout paraît petit en comparaison, et... je suis jamais rentré dans le match. Si vous êtes rentré dedans, tant mieux, je préférerais être à votre place. Si vous avez trouvé que c'était un très bon match, tant mieux, je préférerais être à votre place. Moi, je suis jamais rentré dedans. En plus, Seth Rollins est arrivé avec une pince. Comment tu retires un œil avec une pince? Il serait arrivé avec une petite cuillère, j'aurais trouvé ça plus cohérent. Si, je vois comment tu peux retirer un œil avec une pince. De toute façon, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée, et je trouve que pour pas une bonne idée, ils s'en sont bien sortis parce que toute la partie qui était vraiment catch était correcte. C'est un match Rey Mysterio contre Seth Rollins, quoi. C'est dommage qu'il y avait cette stipulation débile parce qu'ils auraient pu avoir un très bon match. Le match est terminé quand Seth Rollins a enfoncé la tête de Rey Mysterio dans l'escalier comme il l'avait déjà fait. Rey Mysterio s'est retrouvé avec un truc dans la main, c'est-à-dire qu'il a perdu son œil en se faisant enfoncer son œil. Si ça se peut, je ne savais pas. J'ai pas l'impression que ça se peut. Peut-être que ça se peut, peut-être que tu peux te crever, appuyer tellement fort que ça crève ton œil et que ça sectionne le nerf optique qui... Bref, Seth Rollins a eu l'air traumatisé par ce qu'il venait de faire. Dominic, le fils de Rey Mysterio, n'est absolument pas intervenu dans le match, de façon incompréhensible. Et pire que tout, après ça, il y a eu une interview de Charlie Caruso, une des journalistes de la WWE, une des intervieweuses, quoi, du coup, de la WWE, qui a dit que le docteur disait que si le nerf optique de Rey Mysterio n'était pas endommagé, il pourrait retrouver sa vue à 100%. Est-ce qu'il y a des gens qui s'y connaissent un peu en médecine qui peuvent me confirmer que quand tu te fais arracher un œil, la vision à 100% c'est compromis? C'est complètement débile. C'est complètement débile. Je suis désolé, ça ne marche pas du tout pour moi. Il y a des gens qui disent « Ah, t'as de mauvaise foi parce que l'Undertaker c'était un zombie !» L'Undertaker, c'est pas pareil. Vous voyez bien, j'arrive pas à expliquer pourquoi c'est pas pareil. On vit dans un monde dans la WWE, je veux dire, où il faut construire une cohérence. C'est-à-dire que l'Undertaker, en plus c'est pas vraiment un zombie, tu veux, c'est pas un zombie au sens Romero du terme. J'allais dire c'est un mort-vivant, mais même pas. C'est un catcheur qui est mort et qui est revenu, et qui a des pouvoirs surnaturels. Maintenant, ces pouvoirs surnaturels ne se traduisent pas par des prouesses dans le ring, si tu veux. Il n'est pas capable de manipuler l'esprit des gens pour qu'il s'élimine lui-même, tu vois, des trucs comme ça. Faut établir les choses.
faut établir les choses, et une fois qu'elles sont établies, tu peux les exploiter. Tu peux pas faire des matchs où mettre des coups de chaise dans la tête, c'est trop violent, ça cause une disqualification. Par contre, pas de problème, on vous fait un match où on peut retirer un œil. Je suis jamais rentré dans le match et je pouvais pas rentrer dans le match. C'est plus, c'est vraiment, ils s'en sont bien sortis par rapport à cette stipulation. Et la raison pour laquelle il y a un plus aussi, c'est qu'à la fin, Rollins avait l'air vraiment impacté par ce qu'il avait fait. Et du coup, son personnage va sans doute un peu évoluer, va sans doute un peu... Il y a de l'évolution, il y a de l'histoire qui se raconte, et ça c'est bien. Asuka contre Sasha Banks. Alors, j'ai beaucoup aimé ce match, je lui ai mis un A-, et tout le moins, c'est à cause de la fin. Sasha Banks est vraiment une excellente catcheuse, et ça fait plaisir de la voir enfin être mise en avant dans des matchs où elle peut prendre le temps de montrer tout ce qu'elle sait faire, parce qu'elle est vraiment excellente. Tout le match était vraiment très bien. Sasha Banks a dominé pendant presque tout le match, parce que à chaque fois qu'Asuka faisait une prise, Sasha Banks avait la réponse, avait le contre et la contre-attaque derrière. Sasha Banks a été vraiment très bonne pendant presque tout le match. Asuka a fini par revenir avec plusieurs German suplex. Et alors, le match s'est terminé quand Bayley a voulu intervenir. D'abord, elle a attaqué Kairi Sane pour que Kairi Sane ne soit plus un facteur dans le match, parce que Kairi Sane était dans le coin d'Asuka. Bayley a voulu intervenir, mais l'arbitre l'a vu. Pendant que l'arbitre chassait Bayley, Sasha Banks a pris la ceinture par équipe et a voulu attaquer Asuka avec. Mais l'arbitre a vu ça aussi, il a récupéré la ceinture. Pendant ce temps, Asuka a voulu faire son Green Mist sur Sasha Banks qu'il a esquivé, et c'est l'arbitre qui s'est pris le Green Mist dans la face. Du coup, l'arbitre ne voyait plus rien, il avait les yeux qui brûlaient. Bayley a pris la ceinture, a attaqué Asuka avec la ceinture. Bayley a volé le t-shirt de l'arbitre et a compté le compte de 3 pour prétendre que Sasha Banks avait gagné. La bonne nouvelle, c'est que Asuka est toujours championne. Sur le site de la WWE, j'ai vérifié, Asuka est toujours championne, donc ça ne compte pas. Il ne suffit pas d'avoir un t-shirt à rayures pour être un arbitre à la WWE, c'est rassurant. Je suis partagé parce que à la fois c'est pas une fin, et à la fois ça correspond au personnage de Banks et Bayley de dire c'est nous qui décidons quand on gagne, et là on a décidé qu'on avait gagné. Maintenant je suppose que y a plein de gens qui vont pas aimer cette fin, je suppose que ça va râler dans les commentaires, tant pis pour vous. Voilà, moi j'ai bien aimé cette fin. Je trouve qu'elle est cohérente avec les personnages. J'ai eu les deux choses que je voulais. Je voulais pas que Asuka perde la ceinture, elle ne l'a pas perdue. Je voulais pas que Banks perde ce match. Je voulais avoir Bayley et Banks au summum de leur arrogance et de leur insupportabilité. Ça n'existe pas. Donc moi j'ai eu tout ce que je voulais du match. Et en plus, il était vraiment très bon. Asuka et Sasha Banks sont deux excellentes catcheuses. Ensuite, nous avons eu un autre match. Alors nous avons eu Dolph Ziggler contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Et je lui ai également mis un A- parce que je l'ai trouvé vraiment très bon. Le moins, c'est Dolph Ziggler a jamais eu la moindre chance et ça a handicapé le match. Donc Dolph Ziggler a gardé la stipulation du match secrète parce que Drew McIntyre était tellement certain qu'il allait gagner qu'il a dit à Dolph Ziggler: tu choisis la stipulation, ça peut être n'importe quoi, je vais te défoncer. Et Dolph Ziggler est arrivé et a dit: alors c'est un match Extreme Rules, mais seulement pour moi. C'est-à-dire que moi j'ai le droit d'utiliser des armes, moi je ne peux pas être décompté à l'extérieur, je ne peux pas perdre par disqualification parce qu'il n'y a pas de disqualification en ce qui me concerne. Par contre, si toi tu te fais disqualifier, si toi tu te fais décompter à l'extérieur, je gagne le titre. C'est pas une stipulation, ça Dolph Ziggler, c'est 3 stipulations, faut te calmer. Mais bon, du coup le match a eu lieu comme ça. J'ai écrit dès le départ, la stipulation choisie par Ziggler est très maligne, ça va être très humiliant de perdre ce match. Dolph Ziggler a vraiment tiré parti un maximum de cette stipulation. Il a utilisé des chaises sur Drew McIntyre, dans la gorge, sur l'épaule, on avait l'impression qu'il s'était pris sur la tête. Il a fait une descente du coude à l'extérieur du ring à travers une table sur Drew McIntyre. Il a enchaîné un Fameasser, puis un zigzag, puis un espèce de rock bottom sur une chaise sur Drew McIntyre qui s'en est sorti à 2. Il a fait un Fameasser du haut de la table des commentateurs sur Drew McIntyre à l'extérieur du ring alors que l'arbitre était déjà au compte de 5. Et Drew McIntyre est revenu sur le ring au compte de 8. C'est ça que j'adore avec Drew McIntyre, c'est qu'il sait faire des pauses dramatiques dans le match. C'est-à-dire, t'as pas besoin de toujours te sortir d'un tombé à 2,5. T'as pas besoin de toujours revenir sur le ring entre 9 et 10. Le match où ça m'a marqué, c'est un match Last Woman Standing avec Natalya et je sais plus qui. Natalya et Lacey Evans, je crois. Et Natalya se relevait systématiquement à 9. Et du coup, c'était lent et c'était pénible et il n'y avait pas de construction de rythme parce que c'était toujours, entre 9 et 10, Natalya se relevait. Que là, Drew McIntyre, parfois il sort du tombé à 1, parfois il sort du tombé avant 1, il remonte sur le ring dès qu'il est prêt. Il y a un moment où il m'a fait peur après la descente du coude à travers la table. À 8, il était relevé, je me suis dit il va remonter sur le ring et en fait à 8, il a trébuché. L'arbitre a compté 9, je me suis dit non, et à 9, il est remonté. Et là, voilà, là c'est efficace.
Parce que t'es pas en train de te dire, de toute façon, il va remonter à 9, donc ça sert à rien. L'arbitre, il pourrait commencer à compter à partir de 6, puisque jusqu'à 8, il se passe rien. Là, c'est pas le cas. Et c'est entre autres pour ça que Drew McIntyre est génial. Et j'ai adoré la fin du match. J'ai adoré la fin du match. Dolph Ziggler commençait à être vraiment énervé parce qu'il avait tout envoyé à Drew McIntyre sans parvenir à le vaincre. Il allait faire son switch in music pour la victoire. Drew McIntyre a fait un saut carpé suivi du Claymore pour la victoire. Le but du match était très clairement de montrer que Drew McIntyre était 3 ligues au-dessus de Dolph Ziggler, que McIntyre était au niveau de Brock Lesnar, mais qui catch. Coucou ma coucou. Mission accomplie, voilà. Ce match avait pour objectif de mettre en avant Drew McIntyre et ça a été fait. Ça a été fait. Maintenant, le problème, c'est que Dolph Ziggler n'a jamais été une menace crédible. Et alors, le main event, Bray Wyatt contre Braun Strowman, je lui ai mis C- parce que je pense que j'ai rien compris. C'était un match cinématique, donc un match, un Wyatt Swamp Fight. Donc un match dans le marécage de Bray Wyatt. Ils n'ont pas croisé Shrek, on a tous été un peu déçus. Donc Braun Strowman arrive et Bray Wyatt est sur son rocking chair. Bray Wyatt de l'époque de la Wyatt Family, quand il était le chef de la Wyatt Family, donc le leader de secte, quoi, si vous voulez. Le leader de secte, Bray Wyatt. La lumière s'éteint. Je sais pas comment la lumière s'éteint à l'extérieur, mais la lumière s'éteint et Bray Wyatt disparaît. Strowman s'énerve, il voit un panneau abandonne tout espoir, toi qui entres ici. Il prend le rocking chair et il envoie le rocking chair sur le panneau. Le rocking chair éclate en morceaux. Voilà, ambiance. Strowman entre dans le marécage, il a des flashs de sangliers, de lapins et de corbeaux. Et il se fait attaquer par lui-même. C'est-à-dire qu'il y a Braun Strowman tel qu'il était quand il faisait partie de la Wyatt Family qui agresse Braun Strowman d'aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qu'on est censé comprendre. Braun Strowman se réveille enchaîné à un rocking chair. S'ensuit un dialogue d'à peu près 5 minutes, ressenti 30. Je crois que globalement Bray Wyatt lui dit rejoins-moi, ensemble on sera vraiment très fort. Je crois que c'est vraiment tout ce qui a tiré de ce dialogue, mais c'est possible que non, faudrait peut-être que je revoie le match. J'ai pas très envie parce qu'il était un petit peu long. Quelqu'un arrive avec un serpent et on est censé croire que le serpent mord Braun Strowman, sauf que le serpent en question était un boa il me semble, ou en tout cas un serpent constrictor, donc pas un serpent qui me mord sa proie, donc c'était un peu maladroit. Braun Strowman se réveille ailleurs, il affronte 3 gars dont j'ignore l'identité, dont un qui prend feu, et Braun Strowman ça le fait beaucoup rire. Il a des hallucinations d'Alexa Bliss, qui lui dit viens avec moi, Braun, on pourra être ensemble pour toujours. Alexa Bliss et Braun Strowman sont amis, ça c'est canon depuis 2 ans ou 2 ans et demi, mais à part dans l'imagination de certains fans, il me semble pas qu'il y ait eu un début d'histoire de romance entre Braun Strowman et Alexa Bliss, mais là en l'occurrence Braun Strowman avait des hallucinations d'Alexa Bliss qui lui disait de venir le rejoindre. Strowman a mis Bray Wyatt dans une barque, la barque est partie, elle est revenue, il n'y avait plus personne et Bray Wyatt a attaqué Strowman dans le dos. C'était très décousu, il y avait pas, j'ai eu du mal à voir la ligne narrative et à voir et à comprendre l'intérêt du match, qu'est-ce que le match essayait de nous raconter. Et à la toute fin, Braun Strowman a fait un big boot à Bray Wyatt qui est tombé dans l'eau. Strowman a dit maintenant c'est fini, et il y a eu le petit logo à la fin en bas à droite. Je me suis dit attends, ça va pas finir là comme ça, ça va pas fini, ça s'est arrêté quoi, c'est-à-dire et là on disait que c'était bon, alors qu'il y avait pas eu de fin, il y avait pas eu de conclusion. Mais en fait non, c'était un rebondissement très maladroit, et Bray Wyatt a fait un mandible claw, donc la prise de finition du Fiend sur Braun Strowman. Ils sont tous les deux tombés dans l'eau, on n'a plus revu Braun Strowman après ça. On a vu Bray Wyatt essayer de sortir de l'eau, faire ah non je me noie, et retourner dans l'eau. Et après, l'eau est devenue rouge, et The Fiend est sorti du marécage. Enfin, je sais absolument pas quoi faire de ce match. J'ai pas été déçu parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, mais pour un match cinématique, il a pas raconté grand chose, et je sais même pas qui a gagné à la fin. Dans le sens où, certes, c'est The Fiend qui est debout à la fin, mais on a vu Bray Wyatt se noyer. On a vu Braun Strowman porter la dernière prise et dire c'est fini. Je ne sais pas qui a... Je ne sais pas ce qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça a raconté. Bref, c'est moins circonspect, je sais pas, et j'aime pas ne pas savoir. Voilà, je peux pas vraiment dire que c'est mauvais, je sais pas. Quelques petites notes sur les notes. Globalement, il me semble que c'est le 3e pire PPV de l'année après Super Showdown et Backlash. Maintenant, on a commencé l'année très très fort avec d'excellents PPV, donc là, en fait, il est pas mauvais, il est moyen. Mais Backlash aussi était moyen, et que Super Showdown qui était vraiment mauvais. Dans une année de bons shows, un show moyen, c'est pas un bon show. C'est génial ce que je dis. La répartition de mes notes bonus pour
Thatch. J'ai mis 6 points à Drew McIntyre, 5 points à Sasha Banks parce que je trouve qu'elle a vraiment brillé dans son match contre Asuka, 4 points à Rollins parce que je trouve que c'est bien que son histoire évolue, je trouve qu'il a vécu un truc qui a vraiment été important pour lui, et j'ai hâte de voir où ça va aller. 3 points pour Cesaro et Nakamura parce que je suis content qu'il soit champion. D'ailleurs, c'est la seule à avoir gagné une ceinture qui n'était pas la leur à ce PPV. 2 points pour Nikki Cross et 1 point pour Asuka. Merci à tous d'avoir regardé ce bilan. Désolé, j'ai été un peu vague parfois, mais c'est parce que c'était vraiment un show bizarre. The Bizarre Show at Extreme Rules. On se donne rendez-vous bientôt. Le coin lecture est toujours en cours de montage, rassurez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer les notifications si vous êtes déjà abonné. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est juste un tout petit clic et c'est très chouette. Et en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du show. Essayez d'être poli, essayez d'être courtois, essayez de penser que certaines personnes ne pensent pas comme vous, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Et à très bientôt pour la suite des programmes, quels qu'ils soient. Salut tout le monde.